Bienvenue sur Oli et Thanato, le podcast qui parle de la mort et des deuils pour les vivants. Je suis Charlène, accompagnante des deuils et facilitatrice des transitions de vie. Dans ce nouvel épisode, notre invité va vous partager l'épreuve à laquelle il a dû faire face. Que lui est-il arrivé ? Qu'est-ce qu'il a mis en place pour accepter cet obstacle de vie ? Comment a-t-il fait preuve de résilience ? Qu'est-ce qui lui a permis de se relever ? À travers ces mots, vous percevrez qu'aussi terrible soit un deuil, une perte ou un changement, ce ne sont pas des fins en soi. Il est possible de s'en relever en cheminant pas après pas, chacun à son rythme et avec ses propres ressources. J'espère que vous trouverez l'écho et la résonance dont vous avez besoin pour cheminer dans votre propre processus, accueillir l'impermanence de la vie et voir cette transition comme une renaissance. Écoutons tout de suite son témoignage de résilience. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Oli et Thanato. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Ramana qui va nous partager un petit bout de son histoire. Merci pour ta confiance et puis je te laisse te présenter de la manière dont tu en as envie. Écoute, merci beaucoup. Bonjour Charlène. Je m'appelle Ramana, j'ai 27 ans et je suis entrepreneuse. Je développe une marque de vêtements qui s'appelle Bonhomme. Et tu auras l'occasion de nous en dire davantage tout à l'heure sur le côté créatif. Moi, je sais un petit peu de quoi on va parler. J'ai même envie de dire que, alors pas dans les causes et conditions, mais on a un point commun, c'est qu'on a toutes les deux perdu notre papa. Quel est justement un petit peu cet événement auquel tu as dû faire face ? Tu as envie de nous le décrire, de nous poser le contexte ? Écoute, oui, j'ai perdu mon papa à 25 ans et ça a été très brutal parce qu'il était en bonne santé, tout allait bien, il n'était pas spécialement malade, il était un peu âgé, il avait 75 ans, mais vraiment en très très bonne forme et il est parti un 23 février 2022 de manière très très brutale et ça a été assez difficile à gérer par la suite. Et donc justement, avant d'être emmené par les secours, comme tu dis, il était plutôt en bonne santé. L'âge faisant certes, mais en tout cas en bonne santé. Qu'est-ce qui a fait qu'il est parti, comme tu l'as dit, de manière assez soudaine ? Et ça a été un petit peu un mystère au début. En fait, il était parti dans le jardin pour travailler un peu comme à son habitude. Et en fait, ma maman elle est sortie pour le voir, pour lui demander s'il avait besoin de quelque chose. Et puis elle a remarqué que quelque chose n'allait pas. Il était un peu adossé en fait à un petit muret qui était à côté de chez nous. Et il se sentait pas bien. Donc elle a vite compris en fait que quelque chose se passait et que c'était pas normal. Donc elle a décidé d'appeler le SAMU, les pompiers. Et en fait, il a saigné du nez, etc. Donc, elle pensait qu'il s'était fait un coup. Et après, elle s'est dit que c'était peut-être un peu plus grave parce qu'il était un peu perdu. Il était pas vraiment là. Et donc les pompiers sont arrivés et ils ont fait ce qu'il fallait. Moi j'étais pas là, donc c'est vraiment des souvenirs aussi que ma mère me raconte, donc je sais pas exactement comment ça s'est passé. Mais les pompiers sont arrivés et ils ont pris sa température et en fait ils ont pris ça un peu à la rigolade, quoi, parce qu'ils ont vu que la machine, l'appareil marchait pas bien, que la température était extrêmement basse. Et en fait ça c'était peut-être déjà un signe que c'était grave en fait ce qui se passait et qu'il fallait le prendre en charge rapidement. Ils ont peut-être un peu traîné, ils ont peut-être pris ça un peu à la légère, je sais pas. Mais en tout cas, il a été emmené dans le camion des pompiers. Et après, s'ensuit en fait 2 heures de non-information. On savait pas ce qui se passait, on savait pas où il était. Il devait l'emmener en fait aux urgences de Maubeuge. Et quand ma mère y est arrivée, en fait, elle le trouvait pas. Donc elle m'appelle, elle me dit qu'elle le trouve pas. Donc moi, je pense pas au pire en fait à ce moment-là. Je me dis pas que peut-être il se passe quelque chose de vraiment grave. Et je lui dis que voilà, il a peut-être été emmené quelque part au bloc, peut-être qu'ils l'ont pris en charge, peut-être qu'il est dans un autre service, peut-être qu'il est pas là en fait et il a été emmené aux urgences de Valenciennes, qui est un autre hôpital du coin. Et ça a duré comme ça pendant 2 heures. Et en fait, il y a eu un dernier coup de téléphone où quand je décroche, j'entends à la voix de ma mère que ça va pas du tout et que ce qu'elle va m'annoncer, ça va me faire très très mal. Et elle m'annonce que mon père est parti et qu'il est décédé, qu'il est mort. Et
Et après, ça, c'est un petit peu flou, mais c'est très, très brutal. Et je sens vraiment tout mon corps se dérober, quoi, commencer à partir. Et je m'effondre, en fait, parce que je comprends pas ce qui arrive. Enfin, pour moi, il va être emmené aux urgences. Quand on est pris en charge par des pompiers, on a des chances de retrouver les siens, en fait. On n'a pas, on n'imagine pas que quand on va être pris en charge, on va mourir. Ou qu'on va nous annoncer la mort de notre proche. Et oui, et puis après, l'accompagnement au niveau de l'hôpital a été assez brutal. Ma mère, elle n'a pas forcément été bien encadrée, en tout cas dans la partie accueil des urgences. Et les urgences, c'est quand même un lieu où on a peur, où il se passe quelque chose normalement de grave et on a besoin d'être rassuré. Et là, c'était pas du tout le cas. Elle est tombée sur du personnel d'accueil qui a été très très froid, très 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 difficile. On sent même si c'est pas toi qui l'as vécu directement, mais plutôt, on sent les ressentis de ta maman à travers ce que toi tu dis, et un manque de considération d'une certaine manière, ou un manque d'écoute peut-être de la part du corps, je vais dire corps médical, en tant le côté urgence, SAMU, pompiers aussi exactement dedans. Mais on sent aussi le fait que, voilà, comme tu dis, t'étais pas prête, on n'imagine pas ces choses-là, on veut pas forcément les voir non plus, parce que, on n'en parlait pas, et ces sujets étant tabous, et exactement comme tu l'as dit, on s'imagine retrouver les siens, et c'est ce qu'on préférait, et c'est ce qui se passe dans certains cas, mais c'est pas toujours le cas, et justement, je pense que c'est important que tu soulèves cette chose-là, parce que ça montre aussi ouais, je vais le dire comme ça, vraiment le manque de considération et d'accompagnement, de soutien en termes de santé mentale. Et ça me fait écho à quelque chose que j'ai vécu, qui n'est pas sur le terme d'un décès, mais au moment où on a appris le cancer de ma grand-mère, j'étais avec elle au rendez-vous et on est ressorti de là sans aucune ressource. Et je trouve que ça montre à quel point on manque de ressources en France. Il y a plein de belles choses sur lesquelles je crache pas, loin de là, mais pour montrer qu'il y a encore des choses quand même à approfondir. Et c'est ce que tu montres, en fait. Et justement, tu parles de ce côté très soudain, où t'effondres, ou voilà, ce côté où tes jambes te lâchent, où il y a une totale perte de repères. Cette soudaineté du décès, de l'annonce, du diagnostic, du coup d'ailleurs tu pourras peut-être nous préciser réellement quel a été le diagnostic pour ton papa. Ça a été un frein et une difficulté pour toi sur l'acceptation, sur le cheminement du deuil? Ça n'a pas été évident parce qu'en fait, on se réveille un matin et tout va bien. Et puis en fait, le lendemain matin, la personne n'est plus là. Alors encore plus dans le cadre d'un parent, j'imagine. Et moi, j'ai jamais été confrontée à la mort dans le cadre de la famille ou de gens vraiment très très proches. Mon père, c'est la première personne que je perds. Et ça, oui, c'est difficile à raisonner et à accepter. Maintenant, on n'a pas le choix. Et en fait, il faut vraiment jongler avec cette question de c'est tout, c'est là, et maintenant je vais devoir vivre avec tout ce qui a été imaginé ou tout ce qu'on a pu projeter. Parce que moi, en fait, je devais retrouver mes parents le week-end qui arrivait. Ça arrivait un mercredi. Oui, c'est ça, un mercredi. Et le samedi, on avait prévu de se retrouver, d'aller boire un verre, voilà, pas loin, et puis de se voir. Et je sais que ce samedi-là était vraiment compliqué avec moi-même. Parce que je me suis dit, je devrais pas être là, c'était pas ce qui était prévu. Et ça a été vraiment le premier cheminement à me dire, ok, il faut que tu l'acceptes là, maintenant, et que tu acceptes toute la suite. Et après, oui, il faut essayer de s'apaiser, je pense, dans la question du deuil et de l'acceptation. Maintenant, il y a beaucoup de questions qui reviennent les premières semaines, les premiers mois, les premiers jours. On rumine énormément, quoi. On est toujours en train de repasser le film. En plus, moi, un film que j'ai pas vraiment vécu, parce qu'en fait, voilà, c'est ma maman qui me raconte ce qu'elle a vécu. Moi, j'étais un peu à distance de ça. Et je m'en suis voulu peut-être de pas avoir été présente du début à la fin avec elle, qu'on n'ait pas été trois, parce qu'on était toujours à trois, tout le temps, on faisait toujours plein de choses à trois. Et que cette étape-là, on l'ait pas vécue à trois, mais chacun de notre côté. Mon père dans le camion de pompiers, ma mère toute seule à la maison sur la route à essayer de rejoindre les urgences, et moi à Lille qui peut pas bouger, et je me sens impuissante, et en même temps en fait sur l'instant je me rends pas compte que la situation elle va être telle qu'elle va être. Moi je me disais s'il est pris en charge aux urgences, je retourne demain à la maison, je vais accompagner ma mère, je vais rester avec elle, et puis ça va pas prendre cette tournure là. En tout cas dans ma tête, à aucun moment cette option, elle est envisageable. À aucun moment, je me dis, là, dans 1 heure, tu vas apprendre la mort de ton papa. Pour moi, c'était inimaginable.
Tu l'avais même pas envisagé, en fait. Au premier coup de fil de ta maman? Non. Pour moi, non. En plus, elle m'envoie un SMS pour me dire que, parce que dans l'urgence, voilà, elle me dit papa, et moi je lis papy, et en fait, sur le coup, voilà, je mesure pas en fait que c'est mon père aussi qui est dans cette histoire. Et déjà, ce trouble-là, en fait, je sais pas pourquoi il résonne encore autant aujourd'hui, alors que ça a l'air d'être vraiment un petit détail de lire papy plutôt que papa, mais sur l'instant, en fait, dans ma tête, ça a eu un impact, et jamais de la vie, voilà, je me suis dit, c'est mon père qui est là, qui est dans le camion des pompiers. Ouais, une forme de résistance naturelle aussi, peut-être, en fait, et qui est légitime dans un sens. Enfin, on n'a pas envie de vivre ce genre de moment, déjà, premièrement, que c'est plus logique avec des grands guillemets, encore une fois, mais que c'est plus dans l'ordre des choses quand on est à un âge plus âgé. Complètement. Du coup, pour prendre la notion de papy plutôt que de papa, qu'un grand-père ou qu'une grand-mère parte plutôt que notre père. Ouais, bah oui, c'est ça. Et puis nous, dans la famille, voilà, il y a des personnes qui sont très âgées. J'ai une tata qui a 98 ans, et voilà, l'ordre des choses n'est pas là. Ça aussi, ça m'a permis de remesurer à quel point il n'y a pas d'ordre des choses, en fait. C'est que je peux partir demain. Et ça aussi, en fait, quand on intègre la mort des autres, on fait un vrai travail aussi sur sa propre mort, je pense. Et moi, c'est des choses qui m'ont traversée. À me dire, voilà, en fait, si je meurs maintenant, est-ce que je suis OK avec ça? Mais en fait, moi, ce qui me touchait le plus, c'était de voir, de m'imaginer la répercussion sur les autres, parce que moi, ça me faisait énormément souffrir. Une espèce de projection. De projection, et je me disais, en fait, c'est pas, moi, je peux pas mourir tout de suite parce que ça ferait trop mal à certaines personnes. Ça ferait trop mal à ma mère, je pourrais pas lui imposer ça, et on vient dans une espèce de culpabilité aussi parfois, à pas prendre de risques, à être hyper vigilant, etc. Parce qu'il faut pas qu'il nous arrive quelque chose, sinon l'autre, voilà, c'est intéressant que tu l'aies vécu comme ça. Ce que tu viens de dire en disant la mort de l'autre, qu'importe qui est cet autre, hein, mais la mort de l'autre nous met face à notre propre mort. C'est ce que moi j'ai eu aussi au décès de mon père. Mais à l'inverse d'avoir ce côté, du coup je prends pas de risques et je vais d'autant plus faire attention. J'ai eu ce truc de me dire, je peux mourir à n'importe quel moment. Et donc, si je meurs à n'importe quel moment, est-ce que je suis OK sur cette vie, sur ce que j'ai fait jusque-là? Et j'étais OK, mais j'avais aussi des sources de frustration. Et c'est ce qui fait que je suis là en face de toi aujourd'hui à ce micro, hein, clairement, disons-le clairement. Mais et du coup, comme c'était des sources de frustration, il y a eu un côté un peu d'urgence de vivre, de me dire, OK, donc en fait, je peux moi aussi mourir et la vie ne tient qu'à un fil. Et donc, si je peux mourir, et dans ce cas, qu'est-ce que je fais jusqu'à temps que je meure? Que je meure aujourd'hui ou que je meure demain dans 10 ans ou dans 40 ans, en fait. Et je trouve ça beau de souligner une différence sur le fait qu'on ait toutes les deux perdu un papa, encore une fois, avec le vécu unique qu'on en a eu. Mais c'est ce que je voulais juste, encore une fois, ressouligner, comme je souligne, je pense, dans beaucoup d'épisodes, mais ce vécu unique, et que peut-être qu'une personne qui a perdu son papa qui nous écoute l'aura vécu ni comme toi, ni comme moi, et c'est tout à fait OK, et c'est ce qui fait la pluralité des vécus. C'est ce qui est parfois difficile aussi, parce qu'on essaye de caler des profils types sur des personnes, alors que c'est pas le cas, en fait. Donc, merci pour ce témoignage qui montre encore une fois un nouveau panel, j'ai envie de dire, et une façon de le vivre. Tu parlais aussi en termes d'émotion, le fait de, ce qu'on projette, tu devais aller là-bas du samedi, etc., ou même des projets futurs, je sais pas, des vacances, des anniversaires, des Noëls, qu'importe, des dates qui peuvent nous être symboliques. En termes d'émotion, est-ce que tu as eu des émotions qui ont été majoritaires? Est-ce que tu as été... Alors, dans la tristesse, bien entendu, ça va de soi, mais est-ce qu'il y a eu une forme de colère? Tu as parlé un petit peu de culpabilité. Est-ce que c'est des choses qui ont été présentes? En règle générale, ouais, sur le deuil, je dirais que le plus dur, ça a été de gérer le deuil des autres, de gérer mon propre deuil, mais surtout celui des autres. Moi, j'ai eu l'impression c'est un peu contradictoire, mais de quand même l'accepter. Voilà, je suis assez peut-être un peu fataliste ou un peu terre à terre, je sais pas trop, mais il y a vraiment cette notion de je l'ai accepté parce que ça devait arriver, et ça devait arriver maintenant. Donc j'ai essayé d'être vraiment OK avec ça, de me dire de la tristesse, oui, de l'accepter, d'accepter de pleurer, d'être mal. J'ai eu beaucoup d'angoisse, chose que j'avais jamais vraiment eu avant. Mais ouais, j'avais beaucoup d'angoisse tous les jours. Je pouvais aller jusqu'à 10 angoisses, et à me dire que c'était quand même compliqué à gérer parce que c'est physique. En fait, c'est même là, c'est plus que dans la tête. C'est que ça se manifeste de manière physique, et le corps, je pense, à ce moment-là, envoie des signaux pour dire ça fait mal, tu as mal à ce moment-là. Mais vu
que je devais travailler, vu que je devais continuer ce qui était déjà en cours, on n'a pas trop le temps en fait de se préoccuper de ça. Donc à un moment donné, j'ai décidé de me dire ok, je vais peut-être plus avoir 10 angoisses par jour, je vais essayer de régler ça et après je pourrais peut-être avancer. Donc ça, la gestion des angoisses a été quelque chose. Maintenant, j'en ai plus. Ça arrive vraiment très 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 rarement. Je dirais que là, sur les derniers mois, j'en ai pas ressenti. Donc je pense avoir vraiment bien travailler avec moi-même, à bien écouter. Et puis en fait, ces angoisses, quand j'avais envie de pleurer, je pleurais, que je sois avec des amis, que je sois seule, que je sois avec des gens, ou même en plein milieu de la rue, je pleurais parce que je me disais, c'est que comme ça que ça va pouvoir se vider. Et je l'ai vraiment accepté. Ensuite, pour le deuil des autres, c'est ça qui est vraiment le plus difficile parce que quand nous, on essaye d'aller bien, de se dire, OK, moi, je vais tenir, on a peur que les autres tiennent pas et qu'ils nous embarquent aussi dans ça. Ou alors qu'ils tiennent pas et qu'on puisse absolument rien faire. Parce qu'après, moi, j'ai essayé de mettre une espèce de protection aussi, parce que ça faisait trop mal de gérer la douleur des autres plus la mienne. La douleur de mon grand-père, la douleur de ma grand-mère, la douleur de ma mère surtout, la douleur des amis aussi qui étaient environnants, qui sont passés régulièrement pour déposer soit des courriers, soit des petites attentions, des petites choses, des photos qu'ils pouvaient avoir. Et ça, c'était très très beau. Mais c'était dur en fait aussi, qu'on ressentait la douleur de l'autre et il faut apprendre à bien gérer ça. Pas forcément été évident, mais après ça a été beaucoup de communication avec ma mère, beaucoup de communication avec mon grand-père. On a beaucoup parlé et voilà en fait maintenant on s'épaule et après il y a eu ce moment où on était un peu trop les uns sur les autres aussi, où moi j'ai plus ressenti un besoin de faut que je m'éloigne un peu de ça et c'est pas parce que tu n'appelles pas tous les jours tes grands-parents pour demander si ça va, parce qu'en fait au final sinon on rumine, on répète toujours la même chose et en fait on n'avance pas. Donc il y a vraiment besoin de ces temps où on se parle plus et on a des choses à se raconter, quoi. Ça, c'était important. De trouver un équilibre, en fait. Et j'avais peur, en fait, je culpabilisais énormément de pas être présente. Après, avec ma maman, ça a été beaucoup. On s'est beaucoup appelé le matin, on s'est appelé l'après-midi, on s'appelait le soir. Enfin, il y avait vraiment cette notion de tenir. Après, moi, ça ne m'étouffait pas du tout, ça me faisait du bien. Parce qu'en fait, on parlait et des moments, voilà, on évoquait des souvenirs et ça, je pense que ça nous a permis de tenir, quoi, vraiment beaucoup. C'est beau et on pourrait revenir un peu aussi sur ce point justement, c'est être en deuil et aider des personnes qui sont en deuil dans notre propre famille. C'est encore plus... c'est un double rôle parce qu'on a sa propre tristesse, la tristesse des autres qui parfois peut nous remettre nous-mêmes dans notre tristesse. Et il y a un peu ce côté cercle, j'ai envie de dire cercle vicieux et ou vertueux. Et c'est ce que tu montres un petit peu là avec ta maman, en fait, d'une certaine manière, où, et même avec tes proches, où il y a eu un peu ce double côté. Alors, vicieux, le mot, il est peut-être un petit peu fort, mais je vois ce que tu veux dire. C'est le fait que ça va nous remettre dans ce cercle, dans un cercle, on va dire, de la souffrance, du manque, de la tristesse, de j'entretiens quelque chose qui n'est plus alors que j'essaie d'avancer malgré tout. Et en même temps, le fait de parfois évoquer ses souvenirs, ça fait du bien. Parfois se détacher ou juste se distancer de quelques jours, plutôt que de s'appeler tous les jours, d'être un peu sur une notion de convalescence, en fait. Voilà, quand une personne elle est en convalescence, on va l'appeler régulièrement. Maintenant, on va peut-être pas l'appeler tous les jours ou 4 fois par jour parce qu'en fait, à un moment, on n'a même plus rien à se dire et du coup, on meuble. Enfin, il y a un peu ces côtés-là. Et j'avais juste envie de revenir là-dessus sur ce qui t'a aidé toi aussi à faire face à ce décès qui était soudain, auquel tu ne t'y attendais réellement pas. Tu parlais un petit peu de ta philosophie de base, ce côté justement, pour reprendre tes mots, fataliste et terre à terre. Est-ce que c'est ça principalement qui t'a aidé ? Est-ce que c'est le fait de te raccrocher à ça qui t'a aidé, au-delà du fait de laisser exprimer tes émotions comme tu l'as mentionné ? Ou est-ce que tu as eu un outil, un déclic, une personne, un livre, je sais pas, quelque chose qui t'a fait dire ok, là je switch ma façon peut-être de penser et je me reconstruis et je vais dans cette dynamique plus de reconstruction et de résilience. Je me suis dit qu'il fallait très vite rebondir. Après, mon père, il disait toujours the show must go on. Et je trouve que c'est une super expression. C'est un musicien, etc. Donc on voit la référence. Mais voilà, il me disait toujours the show must go on. Et c'est une phrase qui a beaucoup résonné dans ma tête en me disant oui, le show doit continuer. Et même si t'es plus là, t'es encore un peu là. Et d'être vraiment dans l'acceptation, de me dire... parce que j'avais peur sinon de me bloquer, de pas avancer et de rester figée. J'ai toujours été plus ou moins en mouvement. Enfin, je me vois pas bloquée sur une situation.
Ah, ça m'a posé une vraie colle, hein, à un moment donné. Mais ouais, il y a eu cette phrase qui m'a bien aidée. Et puis après, bah, la créativité, hein. J'ai toujours été très, très, très créative. Avant de développer là-dessus, il y a une petite chose que j'ai faite et je pense que ça peut aider peut-être certaines personnes. En tout cas, moi, ça m'a bien aidée. Mais quand mon père est décédé, il était au funérarium, il est resté 4 jours et il s'est retrouvé dans cette espèce d'endroit un peu sinistre, voilà, un peu impersonnel. Et ça m'a choqué en fait, ce côté impersonnel. Et que, par exemple, les équipes qui accompagnent au funérarium proposent pas forcément des alternatives un peu plus personnalisées ou personnelles. Et donc, directement, quand je suis revenue du funérarium, bon, la première fois, j'ai été chercher des photos, plein de photos qu'il y avait dans les albums. Et j'ai décidé de mettre en fait plein de photos dans un petit espace où les gens pouvaient rester, s'asseoir, etc. Et j'avais essayé voilà, de retracer un peu le fil de sa vie avec plein de personnes qui pouvaient être présentes et que je savais qui allait passer. Et ça a donné ce moment très, très beau où les gens parlaient, riaient, pleuraient aussi. Mais ça a donné un espèce d'espace de discussion où c'était vivant. Et je pense que j'avais vraiment besoin de sentir ce côté-là, en fait. Il fallait que ce soit vivant et que ça bouge, malgré le fait que dans l'espace juste à côté, mon père est immobile et décédé. Remettre de la vie dans la mort. Exactement, vraiment. Et ça a été souligné par plusieurs personnes qui ont trouvé ça beau. Bon, après, moi, je vis voilà, dans un endroit où il y a peut-être pas ce genre de dispositif, hein, qui s'est peut-être pas mis en place. Peut-être que dans des grandes villes, ou peut-être qu'on met des photos. On commence que... à personnaliser plus les cérémonies, les cercueils, etc. Ah non, on mais l'a c'est aussi. pas encore des choses qui se font totalement, enfin en tout cas pas dans des propositions de prestations de services. À la démarche et à l'initiative des personnes de la famille, oui, mais du coup ça reste un petit peu différent. On a pu aussi personnaliser la cérémonie, mais c'est vrai que moi, en tout cas, cet espace-là, je le trouvais important. Et je sais que ça m'a aidé avec du recul, en fait, de me dire, bah, en fait, il a eu ce moment où c'était quand même vivant, où les gens ne l'ont pas vu que mort, ils l'ont vu aussi vivant. Et vu je le préfère, hein, je le trouvais beaucoup plus beau, vivant, avec les yeux ouverts, avec son sourire. Et voilà, je voulais pas que les gens aient cette image très fermée. En plus, voilà, au funérarium, il maquille la personne. Enfin, c'est tout aussi, c'est des choses très, très délicates où ça a l'air d'être imposé. Parce que peut-être il y a une raison, mais en tout cas moi qui m'ont un peu bloqué quoi quand même. Mais voilà, donc cette partie un peu de créativité, un peu spontanée, ça a toujours été. Mais je trouve ça beau parce que justement derrière il y a la notion de partage dans ce que tu dis. Oui. Et moi il y a un moment que je trouve, malgré toute la tristesse des décès, il y a un moment que je trouve particulièrement beau, c'est l'après. C'est l'après-cérémonie, alors qu'importe que ce soit un enterrement, une incinération, mais l'après-cérémonie ou l'entre-deux, selon comment ça se fait, si c'est au crématorium ou pas, bref, où on se retrouve en fait. Où on se retrouve et où on échange. Enfin, pour l'avoir vécu encore cet été avec le décès de ma grand-mère, ben, tu te retrouves à 10, 15, 20 personnes, 50, qu'importe en réalité. Et en fait, c'est souvent des moments qui sont émotionnellement lourds, mais pas lourd dans le côté pesant. On sent qu'il y a quelque chose qui est là, on sait tous pourquoi on est là et qu'en réalité, on n'a pas forcément envie d'être là. Non. Mais quitte à être là, bah, autant partager des beaux moments. Et c'est souvent là où viennent des souvenirs. Ah bah oui, enfin, moi, là, si je prends mon exemple, mais ah bah tu te souviens avec mamie, on faisait ça. Mais ouais, attends, tu te souviens quand on avait 10 ans et qu'il se passait tel truc. Et en fait, quand on le raconte, bah, on a le smile, on a un sourire. Et du coup, je trouve qu'il y a cette dimension d'hommage dont tu parlais aussi avec cette phrase du show must go on et qui t'a aidé aussi à te reconstruire, à te relever, à dire ok, ça va aller et puis bah voilà, le show va continuer. Est-ce que cette dimension d'hommage, et je pense que ça va te faire le lien aussi parce qu'elle est aussi là dans cette notion de moi je le sais, je le sais en avant, moi je suis une VIP de mes invités. Je sais qu'elle est là aussi dans cette notion-là, mais est-ce que c'est un mot qui a du sens pour toi, ce côté hommage ? Oui, ça a été important, bah, parce que c'est le respect et puis l'hommage comme ça, c'est le dernier moment de la personne, donc il doit être important, il doit être mesuré, il doit répondre aussi aux attentes de la personne. Moi, j'avais envie de lui faire plaisir et qui, même si voilà son âme flotte encore un petit peu avec nous, qui voit que on n'était pas effondré, qu'on n'était pas par terre. On a pris la parole, on a fait un joli discours très court, mais où voilà, on lui a dit l'essentiel et on voulait lui dire à tout à l'heure parce que c'est toujours ce qu'on se disait. On se disait toujours à tout à l'heure, comme s'il n'y avait pas de fin et on lui disait aussi et à tout le monde.
qu'il n'y avait pas de fin pour nous et qu'il serait toujours là. Et il y a eu un très très bel hommage parce que vu qu'il était musicien, il faisait partie d'un groupe, il y a son ami Jean-Pierre qui a fait une très très belle cérémonie, qui a pris les guitares, qui a joué un morceau. Sa femme aussi, Marie-Étienne, qui est accordéoniste, elle lui a fait un morceau dans l'église. Et voilà, moi je trouvais que ça avait beaucoup plus de sens, même si on était dans une église, les chants religieux qui passent dans le petit interphone là, ça n'avait pas beaucoup de sens, puis ça rend pas hommage à la personne. Voilà, moi j'ai trouvé ça très très beau, ce moment où les musiciens ont joué. Et ça avait vraiment plus de sens, et c'est le plus bel hommage qu'ils aient pu lui rendre. Bon voilà, ils ont pas joué Pink Floyd dans les églises, mais ni les Rolling Stones, mais voilà. Et pourquoi pas? Ils sont restés sur des choses. Voilà, ils ont fait une petite sélection qu'ils nous ont soumise, et puis ils ont quoi que si, en fait, je dis n'importe quoi. Ils ont joué Pink Floyd. Ils ont joué Wish We Were, je crois. J'arrive pas du tout à dire le titre de ce morceau, mais oui, si, ils ont joué un morceau de Pink Floyd. Mais voilà, c'était pas le Breaking the Wall, on va dire. Ouais, mais ça permet aussi de pouvoir... c'est ce que je trouve beau. Enfin, ça me fait penser à mon conjoint, où pareil, ils sont famille musiciens, et c'est un peu le côté tradition de rendre hommage par la musique. Et ça permet aussi parfois à plus de personnes, au-delà des enfants ou des personnes qui sont très proches en fait de la personne qui est décédée, de pouvoir prendre part à la cérémonie, de pouvoir prendre part au processus de funérailles, en fait, encore une fois, qu'importe la fin, la forme, que ce soit incinération ou enterrement. Et je trouve ça beau parce que pareil, c'est un moment de partage tous ensemble, où chacune peut trouver sa place, peut apporter son unicité ou un bout de ce qu'elle a pu partager réellement avec la personne, avec la relation. Et je trouve ça beau que tu puisses partager ça. Ouais, ça a été beau. Il y a le maire aussi de la commune qui a pris la parole, qui a parlé. Enfin, il a eu un très très bel hommage. Il y a eu une petite émission de radio aussi où ils ont parlé de lui. Et tout ça, ça a été des surprises en fait, et qui ont été très très réconfortantes parce qu'on parlait de lui. Il y a eu un article dans le journal, bon, parce qu'il était musicien, il faisait partie un peu de la vie locale, surtout d'un point de vue historique. En fait, il écrivait des livres sur l'histoire locale. Donc il y a eu vraiment beaucoup de personnes qui se sont mobilisées et qui ont essayé à leur manière, en tout cas, de rendre hommage. Et ça a été un petit baume, on va dire, sur la suite. Vraiment, ça a apaisé. Et puis moi je me disais en tout cas, ça m'impacte pas que moi. Je sais que ça peut impacter d'autres personnes, mais je pense que c'est aussi la violence et la brutalité de la situation. S'il avait été malade, peut-être qu'il y aurait eu moins, peut-être, je sais pas, c'est une vraie question. Mais là, vu que ça a été brutal et que des gens l'avaient croisé la veille, ou qu'ils avaient envoyé un mail dans la journée pour avoir une correction d'article, ils n'ont pas compris en fait aussi, donc ils ont été très très présents. Oui, il y avait un choc global en fait au niveau des locaux, quoi, des locaux, de la famille, des proches, des amis. Donc ouais, ça a été très très réconfortant malgré tout, même si la peine était un petit peu apaisée, on va dire. Bien sûr. Avant d'en venir sur ta reconstruction, l'une des parties de ta reconstruction est cette notion de créativité. Je voulais revenir un peu sur ce côté, justement, faire face à la souffrance de l'autre, et que y a le fait de, certes, gérer son propre deuil, le comprendre, le légitimer en termes émotionnels, de légitimer aussi certaines compréhensions, d'accepter de les avoir, de les regarder, de quitter cet état de résistance pour aller vers plus de résilience, au rythme aussi de chacun. Et le fait qu'on a chacun sa manière de le vivre, et la peine qui est associée, le niveau de souffrance qu'on y associe, qui est encore une fois propre à chacun. Est-ce que tu as des exemples, ou est-ce que tu as envie de nous en partager un petit peu plus sur comment toi tu l'as vécu, peut-être par rapport à d'autres personnes de ta famille? Encore une fois, il n'y a pas de jugement de quoi que ce soit derrière, juste peut-être pour montrer un panorama des différences et de ce qui a été peut-être plus difficile pour toi. Est-ce qu'il y a une notion de se sentir responsable, ou est-ce que c'est autre chose, que c'est vraiment l'impuissance? Comment tu l'exprimerais? Avec ma maman, on l'a pas du tout vécu de la même manière, le deuil. Vraiment pas de la même manière. Elle a été vraiment plutôt dans un choc, je pense qu'on peut le dire, choc post-traumatique, où pendant les semaines qui ont suivi, elle ressentait plus aucune douleur. Elle pouvait se coincer les doigts dans la porte. Enfin, ça lui est arrivé, elle s'est coincée les doigts dans la porte et elle a rien senti. Pourtant, elle avait les doigts tout rouges, etc. Une espèce d'incapacité de pleurer, une incapacité d'avoir des émotions. Enfin, elle était là sans être là. Alors qu'elle faisait des choses encore très mécaniques, comme faire à manger, s'habiller, etc. Donc elle se laissait pas aller, mais je sentais qu'elle était pas elle-même et qu'elle était différente.
Mais je lui ai laissé le temps, sans forcément la brusquer, sans lui dire reviens ou qu'est-ce qui va pas. Je savais ce qui n'allait pas et j'avais envie de la laisser vivre la douleur comme elle voulait la vivre. Puis aussi parce que je devais me concentrer sur la mienne. Et moi, je sais pas, j'avais vraiment la sensation que ça passait par flot, en fait, comme une sensation de mer qui est agitée d'un coup, où ça va me submerger. Et des moments où c'était très calme et où je me disais, bon, bah, c'est comme ça. Où j'arrivais quand même à retrouver un peu d'apaisement. Bon, je dis ça a pris quand même, allez, 7-8 mois, on va dire, hein. Vraiment, je pense que les 7-8 premiers mois ont été très difficiles. Et après, bon, il y a eu un espèce de petit déclic où je me suis dit, bon, la peine, elle est là. Je sais que je peux pas, je suis pas encore heureuse, j'ai pas encore envie de sortir vraiment, d'aller danser, d'aller faire la fête parce que j'avais ouais, je ressentais un peu de culpabilité vis-à-vis de ça, de me dire j'ai pas le droit d'être heureuse parce que je vis un truc horrible, ne serait-ce que par rapport aux autres. Alors je me posais pas trop la question de ce que pensaient les autres, mais parfois ça traverse un peu l'esprit. Enfin, si il y a des gens qui peut-être au bout d'une semaine vont aller danser parce que ça va être un exutoire, et jamais de la vie je jugerai ces personnes. C'est notre manière de faire, mais moi j'en étais incapable, vraiment incapable, parce que mon corps il était lourd. Vraiment, ça passait vraiment par le physique. Et au bout de 7-8 mois aussi, j'ai eu ce déclic où j'ai fait du yoga. Alors ça paraît un peu basique, hein, mais finalement, ça m'a vraiment aidé sur la notion de corps et esprit et puis de taire vraiment les angoisses. Ça a bien marché. Et je retrouvais cette espèce d'apaisement avec moi-même et me dire, ok, t'as perdu quelqu'un, ok, t'as mal, t'es triste, mais tu vas pas être une âme en peine tout le long de ta vie. Enfin, t'as 25 ans. J'ai encore pas mal de temps devant moi si tout va bien et encore une fois peut-être qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais ouais, je me suis dit je peux pas être un poids non plus pour les autres alors que j'ai essayé de pas l'être. Vraiment, c'est si mes amis ou mon entourage m'en parlaient, me demandaient si j'avais envie d'en parler, je leur en parlais, mais si la conversation n'allait pas sur le deuil ou sur la mort, j'en parlais pas parce que j'avais pas envie d'alourdir les autres, j'avais pas envie de les gêner non plus. Et parce que je pense que il y a beaucoup de gens qui se sont peut-être mis aussi en espèce de projection. Je pense qu'on fait quand même ça quand on apprend la mort d'un proche de quelqu'un. On va souvent se dire si ça m'arrive. Ouais, si j'étais à ta place. Voilà. Et j'avais vraiment pas envie de véhiculer ça chez les autres parce que bah, la plupart de mes amis ont encore leur papa et vraiment, chaque fois, je leur disais aussi que je leur souhaitais de vivre le plus longtemps possible avec leurs parents parce que c'est quand même c'est génial en fait. C'est une vraie chance et on s'en rend vraiment compte quand la personne part. Alors je dis pas, moi j'avais aucun problème avec mes parents, j'avais une super relation avec mon père, une très bonne relation avec ma mère et ensemble on avait une très bonne relation donc j'ai pas de culpabilité vis-à-vis du fait de pas lui avoir dit certaines choses ou je sais qu'il est parti en se disant que de toute façon on l'aimait, que je l'aimais et il y avait pas de doute là-dessus. Il y a pas, je l'ai eu au téléphone la veille, c'était tout à fait normal. Voilà, ça a du sens en fait. C'est pas grave. Donc j'ai pas eu de colère, j'ai pas ressenti de colère ou de culpabilité vis-à-vis de lui. Après la colère est plus venue du monde médical et puis de l'accompagnement qui a été fait à l'hôpital et encore pas vraiment de la personne qui a annoncé le décès, parce que de ce que ma mère me raconte, la personne y est allée très doucement et a bien fait les choses. Maintenant, c'est vraiment au niveau de l'accueil des urgences et le pompier qu'elle a recroisé. Parce qu'en fait, la personne à l'accueil lui disait qu'elle était folle, qu'il n'y avait pas de monsieur Collet, monsieur Gérald Collet n'était pas là, et vraiment, elle prenait ma mère pour une folle, comme si elle était là par hasard et qu'elle voulait l'embêter dans son travail. Alors que non, ma mère cherchait vraiment une personne qu'elle aimait et qu'elle voulait retrouver. Donc moi, je l'entendais au téléphone un petit peu et je sentais que ma mère ne réagissait pas trop parce qu'elle était sous le choc, mais c'était d'une brutalité immense. Donc après, bon, ma mère s'est calmée, elle s'est mise un peu sur le côté et en fait, elle a vu un pompier passer avec le sac de mon père. Donc elle a voulu récupérer le sac parce qu'elle l'a reconnu, le sac. Elle s'est avancée et le pompier l'a repoussé en lui disant reculez, vous n'avez rien à faire là ou un truc comme ça et qu'il n'avait pas à lui donner le sac. Alors que ma mère lui a dit c'est le sac de mon mari. Et en fait, je peux comprendre hein, de leur point de vue que eux ils sont dans leur travail, qui connaissent pas la personne qui est en face d'eux, mais je pense qu'ils devraient quand même réfléchir au fait que la personne qui est en face, elle est impuissante, elle a peur, elle sait pas ce qui se passe et en plus le pompier savait l'issue aussi. Donc il aurait pu quand même prendre quelques pincettes en se disant je porte le sac d'une autre personne parce que c'est pas mon sac et c'est une personne qui est décédée dans le camion.
Donc ouais, il y a une certaine inhumanité de ce point de vue-là où moi, je m'en veux de pas avoir été là pour ma mère à ce moment-là parce qu'elle a dû affronter ça toute seule. Et je pense que mon deuil a été plus facile à vivre parce que j'ai pas encaissé ces choses-là. Et que elle a un vrai travail à faire sur le choc post-traumatique vraiment et sur le fait d'avoir intégré toutes ces informations et le fait d'annoncer la mort aux gens. Moi, je l'ai fait pour 3 personnes parce que ma mère, elle en pouvait plus. Elle m'a dit fais-le. Donc je l'ai fait, mais j'ai dû l'annoncer à ma tante qui a vu mon père naître. Donc annoncer aussi la mort de quelqu'un qu'une personne a vu naître, c'était assez difficile à entendre. Il y a eu aussi des proches à lui et elle a entendu quand même nos réactions respectives. Donc, mais en plus les réactions de gens qui sont très proches. Donc elle a entendu ma réaction. Moi, je pas raccroché en fait. J'étais vraiment dans tous mes états. Donc elle m'a entendu tomber, je pense, elle m'a entendu crier, et après elle a entendu mon grand-père qui criait et qui comprenait pas ce qui se passait. Il y a une personne qui est venue, qui était amie de la famille, et qui est venue tout de suite aux urgences, et je le remercie parce que finalement c'est lui qui a été là pour ma mère, et qui l'a accompagnée ensuite à la morgue, etc. En tout cas dans les premières heures, et cette personne pareil qui s'est effondrée, donc elle a encaissé vraiment énormément de chocs, de violence, et je pense que ces images, elles sont très dures, ne serait-ce que voir une personne qui s'effondre, entendre un cri, voilà, le sonore, ça résonne énormément. Et moi, je l'ai pas vu s'effondrer, je l'ai pas vu voir la situation. Je sais pas comment elle l'a vu, ou comment elle a vraiment interprété ça, ou comment elle l'a reçu quand on lui a annoncé que mon père était décédé. Mais de ce qu'elle me raconte, en tout cas, le SAMU, la personne qui lui a annoncé était très, très gentille et lui a dit ça n'a pas été brutal. Donc voilà, je mets mes réserves sur cette personne en particulier qui a bien fait les choses. Mais en tout cas, le cheminement avant, il a été plus compliqué, ouais. Ouais, ça montre que les causes et les conditions colorent aussi le chemin du deuil. Oui, après, cet hôpital-là en question est connu aussi pour ne pas être très délicat avec l'accueil. Donc, ils ont un vrai travail à faire là-dessus, surtout que ça peut après, en fait, traumatiser des gens. Ouais. Et ça peut être difficile pour accepter le deuil ou pour continuer le deuil ou pour le faire dans des bonnes étapes, quoi. Et c'est très intéressant parce que je crois pas dire de bêtises en disant que tu es la seule personne depuis plus de 30 épisodes maintenant qui me parle de ce côté-là justement du moment de l'annonce, autant du vécu quand nous on l'annonce et qu'on entend la réaction de la personne. Et moi je pense à la réaction de ma maman quand elle a découvert le corps de mon père et que moi j'étais en ligne. Donc je vois exactement de quoi tu parles, et je pense que si des personnes l'ont vécu, elles le verront aussi. Et que pareil, c'est super délicat, qu'on sait pas, que limite on n'a pas envie de le dire parce qu'on veut pas faire du mal à la personne, mais en même temps faut le dire. Quels sont les mots justes? Est-ce qu'il y a une bonne manière ou pas de le dire? Et je te remercie de le préciser parce que oui, en effet, le fait que ta maman, elle l'ait vécu et que toi tu l'aies vécu à distance, par son intermédiaire, c'est pas non plus la même chose, et donc du coup ça joue pas de la même manière. Donc merci de le préciser. Et du coup, je te propose qu'on termine cet épisode sur ta reconstruction et la notion de créativité avec laquelle tu as commencé et ce qui t'a permis de te lancer dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de Bonhomme et puis aussi de la place que ton papa, j'allais dire, a eu et a encore aujourd'hui, je pense, dans cette histoire et dans cette entreprise? Bah oui, complètement. C'était quelques mois avant son décès. Oui, c'est ça, quelques mois avant son décès. J'avais décidé d'acheter en fait une découpeuse et une presse à chaud. J'avais décidé de me lancer dans la customisation de vêtements. J'avais développé ce petit projet en fait pendant le confinement. Alors ça date un petit peu maintenant, mais pendant le confinement, on s'ennuyait un petit peu quand même, et à un moment donné, j'ai repris la tablette graphique, et puis je me suis remise à dessiner des petits personnages, des petits l'univers que j'avais un peu développé quelques mois avant encore le confinement, que j'avais laissé un peu de côté. Et donc après le confinement, je me dis tiens, ce serait sympa quand même de les voir sur des vêtements, ces petits bonhommes et les motifs que je faisais avec. Et donc je lance cette idée à mon père en lui disant tiens, je vais acheter une presse à chaud et puis une découpeuse et je vais faire des vêtements. Alors mon père toujours motivé quand je lui lançais un projet. Je sais pas pourquoi celui-là, il s'y attachait plus qu'à un autre, quoi. Il a trouvé ça super chouette. Il voulait son t-shirt. Ça a été pas le premier à avoir son t-shirt. J'ai fait un lot de 3 t-shirts que j'ai offert à 3 personnes. Donc il fait partie des premières personnes qui ont eu le t-shirt. Et donc on se lance un peu dans cette aventure où je décide de poser le matériel à la maison familiale, et je me dis je vais en faire quelque chose, quoi.
Donc oui, je travaillais beaucoup à l'atelier avec mon père et il m'accompagnait tout le temps. Et en fait, l'atelier, c'est un petit endroit chez moi qui est comme une espèce de petite maison. Alors c'est compliqué à expliquer, mais c'est une maison au bout de ma maison. Et c'était en fait l'ancien atelier de bois de mon grand-père qui était ébéniste. Mon père en a fait une espèce de rajout. Il a rajouté un espace, donc c'est devenu un peu plus grand. Et donc c'était lui son espace de répétition de musique. Mais vu qu'il avait déplacé l'endroit, il a décidé de me laisser l'atelier après petite négociation. Et donc voilà, j'ai posé mes affaires là et puis on a commencé ensemble à presser, à faire des t-shirts, à faire des projets, des sacs. Et c'était très chouette. Donc il m'a beaucoup soutenue et c'est vrai que quand il est décédé, il y avait des choses qui traînaient, par exemple le site internet. Je prenais un peu mon temps, quoi. Je procrastinais parce que je travaillais à côté aussi. J'attendais le terme. Je procrastinais, mais pas procrastination parce que je travaillais dans un autre endroit et donc parfois c'est compliqué quand on est salarié et qu'à côté on monte son projet. Donc voilà, je prenais mon temps parce qu'aussi à cette époque-là, pour moi, le temps, on avait le temps, hein, vraiment. Ouais. T'as moins le temps aujourd'hui ? C'est pas une sensation de moins le temps, mais depuis qu'il est plus là, oui, cette sensation de temps, elle a changé vraiment. Bien sûr. Et la notion de temps change une fois qu'on vit un décès. Complètement. Clairement. Et de toute façon, tout est raccordé à sa mort aujourd'hui. Enfin, tous mes événements, c'est est-ce que c'était avant sa mort ou après sa mort ? Il n'y a plus de date vraiment de naissance. Je ne suis plus née à ma date de naissance. En fait, quelque part, il y a une espèce de double naissance où les événements corroborent à ça, en tout cas. C'est quoi ta réelle vie ? C'est quoi le titre de ce livre ? Ta réelle vie moi, je vais pas réussir à lire. Ta seconde vie se commence le jour où tu te rends compte que tu n'en as qu'une. Tu vois, c'est un long titre. Ouais, il y a un livre comme ça. Bon, je mettrai le vrai titre dans la description, mais il y a un truc comme ça. En tout cas, vous avez l'idée. Très bien, oui. Non, et du coup, oui, c'est vrai que je procrastinais un petit peu et puis il m'avait dit bon, il faut y aller, hein, si tu veux vraiment que ton projet il décolle, faut pas traîner comme ça, tu prends trop de temps, quoi. Et puis je m'étais dit oh là là, il me booste un peu, il comprend pas parce que moi je travaille et puis voilà, puis il faut que je fasse les allers-retours pour aller à l'atelier, du coup, qui est à 1 heure de route de Lille, donc voilà, c'était pas forcément toujours évident, mais de son côté, c'était lâche pas ce projet parce que moi j'y crois et parce qu'il a l'air vraiment bien, il faut pas que tu le lâches juste pour du travail ou parce que tu es occupé à autre chose. Et donc, la première chose que j'ai réussi à faire après son décès, du coup, le fameux samedi, où finalement, je devais aller faire les magasins avec lui, boire un verre, et ben en fait, ma mère est venue sur l'île et on a fait des tote bags. des petites créations que je faisais à l'époque. C'était des collages. Donc, en fait, je récupérais des chutes et je devais venir faire un collage sur mon tote bag. Et je me souviens qu'on a peut-être pris 2-3 heures avec ma mère à faire ça. On a écouté de la musique, on parlait d'autres choses, où ça nous a vraiment mis sur un petit nuage. C'est la suite qui a été brutale. C'est quand on a arrêté l'activité où il y a eu un espèce de ça a été bizarre et on s'est senti mal à ce moment-là. Mais en tout cas, pendant cette petite bulle de temps, je me suis sentie légère et je me suis dit, il est là, vraiment. Là, c'est concret. Parce que la première fois où j'ai essayé de faire ce graphisme, en fait, ce type de tote bag avec des collages, j'y ai passé peut-être 2-3 heures dans l'atelier avec lui. Il mettait de la musique. Donc, je fais ma petite installation. Tout est beau, tout est propre. Et là, je le presse. Et quand je relève, il n'y a rien qui a collé en fait. La moitié des trucs, ça n'a pas marché parce que je les ai mis à l'envers. Ça s'était déplacé parce que j'utilisais pas encore de scotch adéquat à l'époque. Enfin vraiment, il y avait... Et je me suis énervée, j'ai lancé le truc, j'ai dit de toute façon, j'y arriverai pas, c'est nul. Et il avait pris le petit tote bag et puis il l'avait remis sur un espèce de portant qu'il y avait. Et puis quand j'étais retournée la semaine d'après, je l'avais vu et je me suis dit, bon, je vais persévérer un peu dans ce truc-là. J'ai compris que j'avais fait des erreurs et que j'avais pas bien compris le système de mon flex. Mais... je sais que ce petit geste d'avoir remis le tote bag à sa place et de pas le laisser dans un coin parce que je l'avais jeté, c'était un signe de il faut persévérer. Alors que de nature, je suis quand même j'aime bien aller au bout des choses, mais des moments quand ça marche pas et que je m'attends à quelque chose et que j'ai envie de le voir, ça peut peut-être m'énerver un petit peu. Le fruit de nos attentes, plus on a d'attentes et de désirs, plus c'est frustrant si on n'y arrive pas. Maintenant, je m'énerve moins. C'est vrai que depuis ça aussi, je me calme. Et puis parce que peut-être aussi, je le sens comme une présence avec moi, quoi. Il y a quelque chose derrière qui me dit... ma mère parle beaucoup de fusion, elle. Je pense que ce serait très intéressant qu'elle te parle, elle, de comment elle a vécu les choses et qu'elle fasse un podcast. Ça ferait un très beau croisement en plus. Je sens le message à ta mère, là, clairement. Elle a vraiment parlé de fusion.
Alors, quelque chose que moi, j'ai pas du tout ressenti, que je peux pas comprendre, mais je pense que c'est par rapport à la personne qu'on a aimée. Moi, j'ai aimé mon papa. Oui. On ne fusionne pas avec son papa. C'est pas forcément la meilleure chose à faire. Mais elle, en tout cas, dans le cadre de l'amour, je trouve ça très beau. Elle dit qu'elle a fusionné vraiment avec lui et qu'elle a, qu'il y a quelque chose de lui en elle. Moi, je le sens plutôt au-dessus. Vraiment comme une espèce de présence, une protection qui est très très agréable. Et il y a des moments comme ça où quand je crée, je ressens une espèce de sérénité, de bienveillance et quelque chose de continue, persévère et fait les bons choix. Et donc en fait pendant quelques mois ça a été compliqué parce que bon je voulais pas me lancer tout de suite dans l'entrepreneuriat. Je voulais une base, je voulais un cadre. C'est pour ça que j'ai continué dans mon travail. Et au bout d'un moment je me suis dit bon. Là, c'est bon, c'est le moment. Tu vas pouvoir te lancer toute seule parce que je me sentais plus apte, je me sentais mieux et plus forte aussi pour travailler seule parce que l'entrepreneuriat, on travaille seul et parfois la solitude, ça peut être difficile quand on vit un deuil. Donc voilà, j'ai pris le temps, mais maintenant je développe ce projet et en tout cas, je sais que c'est grâce à lui que j'y mets autant aujourd'hui de rage, de niaque, d'envie en tout cas, et que ça fait peut-être un peu cliché, mais c'est vrai que finalement, quand on a aussi cette douleur à l'intérieur, ça nous booste et ça nous motive. Et des jours où peut-être avant sa mort, j'aurais peut-être baissé les bras, où je me serais dit bon, je reverrai ça plus tard. Aujourd'hui, non, il n'y a plus d'option. C'est vraiment, c'est comme un petit mantra qui me dit n'abandonne pas et continue ce projet parce que tant que tu auras ce projet, je serai là et je serai là pour dans du positif et je t'amènerai des ondes positives. En tout cas, j'essaie de le voir un peu comme ça. En fait, ce que j'aimais bien, et c'est pour ça que je voulais qu'on mette aussi en valeur le projet que tu as et que tu mènes avec Bonhomme, et vous retrouverez les liens dans la description de l'épisode, c'est que moi, je parle souvent sur la troisième étape justement de deuil, qui est celle de la renaissance et de la reconstruction. Le fait que ça peut autant être du domaine de l'être que du domaine du faire. Et en fait, ce que je trouve beau avec ce que tu viens de nous montrer, nous expliquer et ton témoignage, c'est que toi, c'est les deux, en fait. Il y a le côté faire, parce que t'en as fait un projet, t'en as fait une entreprise, t'en fais quelque chose de palpable. Enfin, rien que tu vends des objets, tu les crées de tes mains. Donc, il y a vraiment ce côté du faire. Et en même temps, dans tout ce que tu viens de dire, il y a le côté de l'être. Le côté, il va être content, il est là, il est présent. Tant que t'auras ce projet, je serai là. Le fait qu'avant, t'avais même si t'es quelqu'un de persévérante, ok, ça peut attendre un peu. Non, aujourd'hui, ça n'attend plus. Ça, pour moi, c'est du domaine de des compréhensions de l'être. C'est réellement comme ça que je le dis. Et c'est pour ça que je voulais mettre ça aussi en avant pour montrer encore une fois que il n'y a pas de reconstruction de type, il y a juste la vôtre et à vous de la créer. Pour rester sur ce domaine de la créativité, à vous de la créer, à vous de la trouver. Ça prend plus ou moins de temps. Tout dépend aussi si vous vous connaissez ou pas de base. Enfin, ça joue aussi énormément, hein. Tout ce qui se passe avant un décès vient colorer réellement le chemin du deuil, y compris ce qui se passe pendant le deuil. Donc voilà, je voulais encore te remercier, Ramana, pour ce témoignage et ce partage. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaitais rajouter ? Plein de courage à toutes les personnes qui écoutent le podcast. Moi, je sais que, en tout cas, ton podcast, il a été important parce que j'ai pas trouvé beaucoup de ressources. Mais en tout cas, le podcast, je le trouve vraiment pertinent et c'est très agréable d'écouter le parcours des autres. Parce que ça vient teinter son propre deuil, ça vient l'alimenter et puis on se sent pas seul. Et je pense que la chose la plus difficile, c'est de sortir de cette bulle où on se sent seul, où on a l'impression que tout s'est effondré ou que nos piliers se sont effondrés. Moi, je me souviens, ça tremblait vraiment à l'intérieur et d'être accompagné ou même d'écouter des gens qui traversaient ça, le deuil, etc. Ça m'a vraiment apaisée. Et voilà, après, il faut accepter de changer dans cette période-là et il faut vraiment être prêt à changer dans le bon sens, dans le meilleur sens possible, ne serait-ce que pour la personne qui est partie. Et de toute façon, je reste persuadée que voilà, la mort, c'est vraiment pas la fin de quelque chose. Je crois vraiment au fait qu'il y ait une continuité de quelque chose dans les énergies, dans quelque chose où la personne reste quand même, malgré elle, présente et qu'elle sera toujours là. Et que c'est à nous de rendre le plus bel hommage possible à cette personne en étant positif, en se reconstruisant. Aucune personne qui nous a aimés n'a envie de nous voir allongés dans un lit ou complètement atterrés. Je pense que la personne a envie de nous voir sourire. Donc, à chaque fois que je ris, maintenant, je culpabilise plus et je me dis non, c'est un sourire qui sera content de voir, en fait. Et je pense que c'est la même chose pour tous nos morts.
Merci pour cette belle note positive de oui, certes, transformer le lien en défunt, ça ne veut pas dire oublier, ça ne veut pas dire rompre le lien. Merci infiniment pour ton témoignage. Merci à toi, Charlène. Merci beaucoup. Un grand merci pour votre écoute, votre attention et votre fidélité sur ce podcast. J'espère que ce dernier épisode vous a inspiré et vous permettra d'envisager votre reconstruction. Si cet épisode vous a plu, alors abonnez-vous pour être informé et donnez-lui la note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ensemble, changeons notre façon de voir la mort. Et pour cela, je vous donne rendez-vous ici même dès lundi prochain.